bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de retrouver aussi mon invité. Un invité que vous connaissez, Didier Détouche, qui est essayiste, et je vais rajouter universitaire, puisque j'aurai une question à lui poser là-dessus. Didier Détouche, merci d'avoir accepté mon invitation, et avec vous, nous ferons bien sûr un tour des événements ici en Guadeloupe. Vous avez eu à écrire au niveau d'une tribune, et j'aimerais revenir avec vous là-dessus, puisqu'il y a certains aspects qui méritent d'être approfondis. Alors, première chose, il y avait une rencontre aujourd'hui entre les élus et le collectif. Vous avez eu un petit résumé certainement de ce qui s'est passé ce matin. Alors, est-ce qu'on peut parler d'avancée au niveau de la situation? Cette rencontre attendue, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été porteuse d'avancée? Alors, pour vous répondre, Yves-Lise, et permettez-moi de vous dire que je suis ravi d'être ici, pour vous répondre, je me base sur la déclaration d'Élie Domota, qui est donc porte-parole du collectif, à l'issue donc de la réunion ce matin, qui s'est tenue dans notre université, dans les locaux de Fouillé, de la fac de droit singulièrement. Et donc, il y a eu, de la part d'Élie Domota, deux tendances à réponse. La première, et on peut dire qu'il y a une avancée à ce niveau, puisque ça manifeste une instauration ou une restauration du dialogue. Une première partie où il explique qu'il a qu'ils ont pu, que chacun de ceux qui étaient présents, porte-parole d'organisation, leader de syndicats, ont pu exprimer leur contrariété, leur regret et faire un peu une forme d'admonestation, de reproche aux élus quant à leur implication dans les raisons qui ont mené jusqu'à la grève, et en particulier peut-être probablement leur manque d'écoute. Il y a eu aussi, je pense, un état des lieux de la situation qui a clairement été fait, parce que je n'ai pas les échos de ce que les élus ont pu dire, mais uniquement les syndicats. Et il y a eu, dans un deuxième temps, donc voilà, il y a un dialogue qui est installé, on se dit les choses, quand il y aura dit à Kazan, le linge sale se lave en famille. Et ensuite, il y a eu une acceptation de la transmission d'un protocole qui va être travaillé cet après-midi et ce soir, d'un protocole de négociation. Dans ce processus de mise en place d'un protocole, Élie Domota a clairement dit que la condition sine qua non pour que non seulement les négociations se tiennent, mais qu'en plus, il y ait des avancées concrètes et peut-être un soulagement quelconque sur les routes et les piquets de grève, eh bien, ce soit qu'il y ait une délégation ministérielle, interministérielle qui soit présente pour négocier avec eux et non plus un seul ministre, quand bien même, comme je vous le disais tout à l'heure, un ministre des Outre-mer a quelques compétences interministérielles. Alors, quel intérêt d'avoir, justement, et on va poursuivre, mais quel intérêt d'avoir une délégation interministérielle? Pour bien comprendre l'intérêt que peut revêtir cette délégation interministérielle pour le cas de la Guadeloupe en particulier, il faut bien resituer le contexte de cette grève et du déclenchement de cette grève. Avant qu'il y ait une mobilisation contre l'obligation vaccinale, pour son abrogation, pour la réintégration des suspendus et contre le pass sanitaire, parce que les deux sont liés, il y a eu des mouvements épars en Guadeloupe visant à revenir sur des accords qui avaient été passés, notamment depuis 2009, sur un certain nombre de points et qui n'ont pas été validés ou appliqués correctement. Donc, dès le départ, et contrairement à ce qu'on pense, la grève avait quand même des ramifications et une certaine forme d'arborescence sociale. Ensuite, elle s'est cristallisée très fermement sur la question des soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. Et partant, ce mouvement a été rejoint par d'autres organisations qui, eux, sont très clairement anti-vaccins. C'est à partir de ce moment-là, de septembre jusqu'à novembre, que s'est cristallisé en fait un sentiment d'écœurement de ces syndicats et de ces grévistes où la revendication même et le rapport de force qui devait être instauré avec le ministère de la Santé et le gouvernement, n'ayant pas porté ses fruits, à ce moment-là, et on a enclenché le mouvement de blocage des routes, à ce moment-là, il y a eu une habile transposition ou juxtaposition plutôt de toutes les doléances
depuis 2009 et toutes les doléances sociales en cours, au cœur du mouvement de grève et des manifestations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sur un mouvement de grève contre l'obligation vaccinale, même si c'est un noyau très dur des revendications, mais nous sommes sous une présentation d'une plateforme qui a un bon nombre de revendications, dont la plupart, quand on les regarde, concernent effectivement une action de l'État, une action des différents ministères et même, ça a été très bien dit notamment sur votre plateau, une action des parlementaires français dans le cadre de l'obligation vaccinale notamment. Donc, pour les syndicats, il faut qu'il y ait ministère de la Santé présent, ministère de la Justice, peut-être 2 ou 3 parlementaires, et il faut aussi qu'il y ait ministère de l'Économie, ministère du Travail, etc. Alors justement, nous sommes revenus à 2009, puisque Oui. Ceux qui ont vécu 2009 savent bien que certains points de la plateforme de revendication étaient déjà avancés en 2009. Donc, il y a eu quand même une petite réduction, puisqu'il y avait plus de points en 2009. Sur la profitation, par exemple. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous sommes partis sur une obligation vaccinale et un pass sanitaire. Et ça a été vraiment ce qui a été mis en avant au début de cette manifestation. Ensuite, pour arriver à une plateforme bien plus large, et on a eu l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression, que quand l'autonomie avait pris le dessus sur l'obligation vaccinale, la question de l'autonomie, la question de la vie chère aussi, donc est-ce qu'on ne s'éloigne pas du point de départ de cette crise, de ces manifestations? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout ça est noyé et qu'on n'a plus cette vraie lisibilité sur l'obligation vaccinale? C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité que l'on peut observer. Et bien évidemment, à partir du moment où on se retrouve dans cette situation similaire, mais différente à bien des égards, on pourra peut-être y revenir, de 2009, du mouvement de 2009, quand la Guadeloupe est bloquée, quand la situation est telle que nous sommes sous le feu des projecteurs de la presse nationale, internationale et j'en sais quelque chose, eh bien, vous avez forcément une situation qui est d'une complexité extrême, mais qui, en plus, montre qu'on est parti d'un point A pour aller vers d'autres points tout aussi saillants. Mais au-delà de ça, la réalité de cette crise, c'est qu'elle est multiforme, elle est hybride. Je disais que c'était un hydre quasiment insurrectionnel. Nous avons une crise qui touche, pour moi, principalement, d'abord, la jeunesse. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a beaucoup de revendications qui les touchent, mais en plus, on voit que c'est eux, en tout cas une partie de la jeunesse, qui est devenue actrice même, en dépassant peut-être la mobilisation syndicale, ou en tout cas la radicalisation syndicale, en termes de blocage, en termes de barrage, etc. Donc une partie de la jeunesse, une partie mène le jeu. Oui, qui mène le jeu, absolument, qui est dans une situation vraiment comment dirais-je, de radicalité, en fait, de l'expression de ses besoins, de ses désirs, et qui est effectivement confronté en Guadeloupe à une réalité particulièrement difficile et tragique. Bon, nous y reviendrons aussi peut-être. Ce sont eux qui tiennent certains barrages, ce sont eux qui installent certaines zones de non-droit, aidés par un certain nombre d'organisations aussi, des organisations anti-vax, des organisations qui sont dans une certaine forme de patriotisme. Donc Mais pour autant, oui. Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes sont instrumentalisés ? On ne peut pas savoir si les jeunes sont instrumentalisés tant qu'on n'a pas de preuve qu'ils sont instrumentalisés. Moi, en ce qui me concerne, j'ai écrit notamment dans une tribune que certains d'entre eux, en tout cas, étaient manipulés. Manipulés pourquoi ? Parce que j'ai entendu dans des discours certains propos qui n'étaient pas de leur fait, mais qui visiblement étaient sortis de discours d'autres et qui étaient retranscrits au niveau des médias, et notamment sur les questions vaccinales. Mais pour le reste, on ne peut pas savoir. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'organisation anarchique, mais d'organisation quand même des bandes qui sont et qui sévissent sur certains barrages. Est-ce qu'on peut parler et tous les barrages ne se valent pas. Le barrage de la Boucan n'est pas du tout le même que celui de Margailleur.
On dit les républiques. République de la Bouka. Alors j'aimerais bien voir la Constitution, ça serait intéressant. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, il y a, et c'est une particularité historique en Guadeloupe. Vous avez pendant un certain laps de temps des zones qui sont des zones de non-droit comme la Boucan et qui s'organisent sous l'égide d'un petit groupe et d'une minorité. Alors, légitimement pas, ça c'est à la population de juger, mais il n'empêche que c'est sociologiquement cette réalité-là qui est en train de s'imposer pour le moment et on verra jusqu'à quand. Et c'est pas la première fois ceci. Vous pouvez, tenez bien ce que vous alliez dire, est-ce qu'on peut parler de groupe de pression? Alors, le terme de groupe de pression, de point de vue politique, n'est pas concerné. D'accord ? Il s'agit de quelque chose d'institutionnalisé qui permet d'obtenir certains résultats de point de vue législatif, réglementaire ou politique. Bon. Là, on a une pression sociale qui a pris des dimensions insurrectionnelles, de mon point de vue. Puisque nous avons un phénomène de violence exacerbée avec des affrontements avec balles réelles entre des bandes dont je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des jeunes dedans, des bandes et des forces de l'ordre. Vous avez également des phénomènes avérés, manifestement, en tout cas si on en croit tous les témoignages, eh bien des phénomènes quand même de blocage, de raquettes et quelquefois presque d'atteinte à l'intégrité physique. Bon, donc ce sont des déroulements qui entrent dans le cadre d'un cadre qui est fortement insurrectionnel, d'une façon ou d'une autre, puisqu'il y a un rejet de l'autorité et de l'ordre public. Parce que quand les syndicats font la grève et qu'ils ont des piquets de grève, ils ne vont pas forcément jusqu'à défier l'autorité publique et les libertés d'aller et de venir et autres, la liberté de se soigner, etc. Là, on est quand même passé dans ce cadre-là, encore une fois, sans jugement sur les mobiles et la motivation. Là, nous parlons de la réalité de ce qui se déroule, mais il est vrai aussi que c'est une réalité multiforme parce que vous avez d'autres lieux de barrage où ça se passerait bien, on peut aller discuter avec les jeunes, ils sont agréables, ils discutent correctement, même s'ils maintiennent leur barrage, voilà. Donc, la situation varie selon les lieux, mais elle montre qu'il n'y a en tout cas qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y avait plus d'ordre public dans la mesure où ces forces de l'ordre public sont cantonnées soit à assister, soit à déblayer de temps à autre, mais qu'en réalité, ce ne sont plus ni police ni justice qui font fonctionner la loi sur différents territoires de la Guadeloupe. Alors, lorsque vous dites il y a des barrages sur lesquels on ne peut pas dialoguer, ou il y en a oui, où les jeunes discutent, d'autres non, par moment. Par moment. Alors, qui ne peut pas discuter avec les jeunes? Est-ce les élus? Est-ce que l'État non plus ne peut pas discuter? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes dans notre société qui peuvent justement se rapprocher des jeunes et discuter? Parce que je veux bien croire que les jeunes qui sont sur le bord des routes, on va dire au quotidien, quand il n'y a pas de crise, ceux-là, même qui sont sur les barrages, on peut discuter avec eux. Alors, ça dépend de qui, effectivement, ça dépend de comment on aborde la question, mais je veux croire que ce sont des jeunes qui sont capables aussi de discuter. Alors, votre question est très intéressante, mais si vous permettez, je vais la prolonger. En réalité, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les leaders du mouvement syndical peuvent discuter, non pas avec les jeunes, encore une fois, mais avec un certain nombre de groupes organisés dans lesquels il y a un certain nombre de jeunes. D'accord ? Et est-ce que les syndicats sont en mesure de discuter avec eux? Est-ce que quand les syndicats, par exemple, auront obtenu satisfaction, ils seront capables de dire comme ça, écoutez, vous levez les barrages, plus de manifestations, plus de violence, plus de braquage, etc. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais je ne sais pas. Vous n'y croyez pas? Je ne sais pas. J'ai quelques doutes. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans les interventions médias certaines personnes encagoulées qui s'expriment, le discours est d'une radicalité telle qu'elle montre qu'il est beaucoup trop tard et que, quoi qu'il arrive, maintenant, la Guadeloupe, elle est dans cette situation et elle va rester dans cette situation. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais je sais que je n'entends pas de discours si on obtient satisfaction ou si une délégation interministérielle vient et négocie ou si les élus obtiennent quelque chose, je n'entends pas ça, moi. J'entends un rejet de tout le monde.
Après, comme je vous dis, ce sont des témoignages, notamment sur vos antennes, qui sont épars. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est quelque chose de général. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une inquiétude de la population par rapport à cette situation qui s'apparente de plus en plus à la fois une rupture d'une partie de la population contre une autre, avec une autre partie de la population, d'une rupture entre la Guadeloupe et effectivement la République, et d'une rupture entre les intermédiaires, que sont les élus et les syndicats, la société civile et une bonne partie de la population. Ça fait beaucoup trop de ruptures pour qu'on puisse arriver à une... C'est ce que je vous disais. Favorable. On va rester optimiste, mais ce que je vous disais, c'est qu'en fait, quand on observe, il y a eu un glissement vers une multitude un certain nombre de pôles, entre guillemets, insurrectionnels ou contestataires ou grévistes, qui sont assez autonomes les uns vis-à-vis des autres. Et que la question est de savoir comment, pour régler la situation, on peut regrouper tout cela autour d'un minimum, par exemple, de revendications à satisfaire ou autour d'un minimum de durée d'un processus de négociation pour débloquer les rues, par exemple, ou les distributeurs de banques, les guichets de distributeurs de billets, avec quelle réalisation et application dans l'urgence, avec quel type de dérogation, et surtout ceux qui bloquent, sont-ils en mesure, s'ils sont autonomes comme je le dis, en mesure de comprendre à quel moment qu'ils pourront s'estimer satisfaits pour débloquer. Est-ce que ça sera quand on va donner un plan jeunesse très concret avec tout un certain nombre de mesures? Est-ce que ces mesures seront suffisamment claires et explicites pour permettre à donc, toute cette partie de la jeunesse désœuvrée qui est dans les rues aujourd'hui, eh bien, d'accepter? Il y a aussi, au-delà, alors je reviens à votre précédente question parce que c'est important, il y a effectivement ce problème de la jeunesse qui est devenu assez saillant dans les revendications et dans le blocage, en fait, de la situation. Parce qu'il est tellement symptomatique et tellement révélateur aussi de notre marginalisation progressive au sein de la République française en termes d'égalité, justement. Mais il y a aussi donc le problème sanitaire avec l'obligation vaccinale et la réalité de la Guadeloupe aujourd'hui. Vous avez une majorité de la population, ça c'est un sondage qui l'affirme, qui n'est ni pour l'obligation vaccinale, ni pour le pass sanitaire, ni pour le fait de se faire vacciner. Donc ça pose la question de savoir, quand vous avez une majorité qui semble être irréductible dans une dynamique, qu'est-ce qu'on fait pour pallier cet obstacle? Pour l'instant, je n'ai vu aucune proposition vraiment qui permette d'aller dans ce sens, ce n'est pas pourtant une majorité. Sauf une proposition qui serait quand même éloignée dans le temps, qui serait effectivement une compétence permettant à des élus de dire, bon, nous prenons un acte normatif qui vous exempte du vaccin ou autre. Bon, mais on n'en est pas là, hein, quand bien même on pourra avoir l'autonomie. Je veux dire, le problème, il veut être réglé maintenant. Il ne veut pas ou n'a pas besoin d'être réglé dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors justement, cette partie, est-ce qu'elle peut être réglée maintenant? Alors, j'ai entendu mon collègue et ami Pierre-Yves Chicot s'exprimer sur votre antenne et il a dit très clairement ce qu'effectivement nous devrions tous comprendre et savoir, c'est qu'une fois qu'une loi a été votée, on ne peut pas décider une exemption comme ça de cette loi. Parce que si on fait ça, on se met à mettre des exemptions partout. Par exemple, sur la loi qui a permis d'avoir un certain nombre de subventions ou d'allocations familiales ou de sécurité sociale ou sanctions, de pénalisation d'actes racistes, etc., etc., etc. J'ai entendu beaucoup de comparaisons visant à dire oui, mais il y a eu le code noir qu'on a voté et c'était pas bon et donc si on s'était mobilisé, on aurait pu bon. Bref. Mais c'était à l'époque de l'Ancien Régime. Aujourd'hui, nous vivons dans le cadre d'un contrat social qui, nous, en tant que Guadeloupéens, depuis 1946, nous lie à une démocratie et à une république dont le principe est de faire voter les lois et de les rendre obligatoires par le fait que ce soit nos représentants qui proposent ces lois et qui votent ces lois.
Donc, nous sommes dans un cadre démocratique auquel nous participons. Donc, bien évidemment, une fois que la loi est votée, il ne s'agit pas de la loi d'un dictateur ou d'une bande de colons qui imposent leur diktat sur place et contre lequel il fallait se rebeller, ça c'est sûr. Mais il s'agit d'une loi que nous sommes censés avoir acceptée. Alors qu'il y a une minorité, et il y en a toujours, qui trouve que la loi n'est pas bonne et qu'il ne faut pas l'accepter, d'accord, mais il y a d'autres moyens de protester contre ces lois. Et j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait que, mais nous y reviendrons parce que c'est un sujet très intéressant. Vous savez, je fais partie de ceux pour qui l'autonomie n'est pas un concept qui fait peur et que c'est tout simplement un outil, en tout cas c'est en grande partie surtout, un outil juridique qui nous permet de prendre des décisions un peu plus rapidement dans des domaines sur lesquels nous sommes avant toute chose compétents et lucides. Mais ça n'est en aucun cas la panacée. Il y a des tas de problèmes qui peuvent être réglés parce que nous avons parmi nous des personnes qui possèdent un certain pouvoir, et notamment le pouvoir législatif. Il y a des titulaires du pouvoir législatif en Guadeloupe. Ça s'appelle des députés. Et les députés, ils ont cette possibilité de faire des propositions de loi. Alors c'est vrai que quand un député propose une proposition de loi, elle a beaucoup moins de chances d'être acceptée qu'un projet de loi. Et puis il y a des dynamiques majoritaires qui sont compliquées. Mais ça s'est déjà vu. Quand Victorin Lurel a bataillé pour la loi sur le sucre, bon, il a fait des propositions qui ont été validées. Qu'elles soient appliquées ou mal appliquées, ça c'est autre chose. Mais on en est quand même arrivé là. Donc, j'en discutais ce matin, je disais qu'on a vu des produits au début qui étaient moins sucrés, mais maintenant on ne peut pas se rendre compte de l'effet de cette loi. Tout à fait, on est d'accord. Et d'ailleurs, ça montre qu'il faut toujours évaluer des politiques publiques et évaluer aussi des dispositions législatives, surtout quand elles touchent des territoires en particulier de façon spécifique. C'est comme ça que les citoyens peuvent savoir si ce qui a été fait a marché ou n'a pas marché. Parce que dire qu'on a mis des millions sur tel ou tel projet, le citoyen lambda va toujours percevoir que c'est une faveur qui a été faite à tel ou tel domaine et qu'il n'est pas concerné. Par contre, si vous lui dites que les millions ont permis d'obtenir tant de progrès en termes de pourcentage, eh bien, par exemple, si vous prenez une décision qui permet d'augmenter le nombre de bœufs créoles qu'il y a en Guadeloupe, et donc l'élevage par un certain nombre de mesures, mais aussi de propositions scientifiques, eh bien, vous aurez une visibilité de la progression. Et les agriculteurs pourront dire, oui, nous sommes passés de 1, par exemple, à 3 ou à 4, en 2 ans, 3 ans ou en 4 ans. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir quantifier les choses et d'avoir des données précises sur tout un certain nombre de choses. J'ouvre une parenthèse. De façon générale, en Guadeloupe, nous avons malheureusement, et moi, il m'arrive malheureusement d'être aussi dans ce bain-là, c'est que nous disons des choses sur des intuitions ou des sensations, mais nous n'avons pas forcément de chiffres réels qui nous donnent des indications précises d'un certain nombre de choses. Il en existe dans certains domaines, notamment le travail que fait l'INSEE ou que fait Calistat, etc. Mais parfois, on parle de choses que nous maîtrisons très mal et sur lesquelles nous n'avons aucune visibilité. Je referme la parenthèse et je termine en vous disant que ce pouvoir législatif des députés pourrait être, dans le cadre de leur mission et dans le cadre aussi de leur capacité à avoir suffisamment de réseaux pour faire en sorte que la proposition de loi soit portée ou reprise à son compte, éventuellement par la majorité ou par... il y en a, hein, est-ce dire que Victorin Lurel avait le réseau et nos députés actuels, non? Alors, Victorin Lurel, en tant que député, avait bien sûr un réseau. D'autres l'ont eu. Harry Chalus, à son époque, l'a eu. Max Mathiazin et Justine Benet, d'une certaine façon, au début du mandat, l'avaient aussi, puisque c'était des personnalités politiques expérimentées qui rentraient dans un groupe, le MODEM, qui n'est pas si large que ça, mais qui a toute l'oreille du président. Donc, les choses ont évolué d'une certaine façon, et il n'est maintenant de secret pour personne que les relations entre le gouvernement, la représentation parlementaire de ce gouvernement et les élus de cette majorité, locaux ou les députés, n'est plus du tout la même. N'est plus du tout la même pour tout un certain nombre de raisons. Ce qui s'est passé quand y compris pour Olivier Servat. Quand on a vu que les élus ont boycotté quand même cette rencontre, cette réunion avec le ministre des Outre-mer, c'était un petit peu inédit. Hein? Tout à fait. Et c'est très symptomatique parce que dans une série que j'adore, il y a un personnage qui disait que, parlant de notre personnage, que
que cette personne n'est pas présente. Elle sait quelles sont les conséquences de ne pas être présent, mais elle n'est pas présente quand même. Ce qui veut dire qu'elle n'a aucune intention de subir les conséquences du fait de ne pas être présent. C'est vous montrer le fossé qui s'est creusé entre notre représentation politique et le gouvernement qui est actuellement en place. Mais nous avons eu d'autres démonstrations. Pas tant que ça peut-être, puisqu'on a vu qu'il y avait 16 élus quand même qui étaient à cette réunion. Alors est-ce qu'on peut parler de division de nos élus? Est-ce qu'on peut se dire que c'était une stratégie de la part de nos élus, que certains n'y aillent pas d'autres? Puisque lorsqu'on regarde, je prends un exemple, Jean Bardaille, qui était à cette réunion, qui est à Guadeloupe Unie, et en même temps où on a le président de Guadeloupe Unie solidaire et responsable qui n'est pas allé. Donc il y a quand même des jeux d'acteurs qu'il faudrait essayer de comprendre. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, comme dirait notre ami Pierre Chicot, moi je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a des jeux d'acteurs. Et dès le début, il y a eu, et il y a traditionnellement des postures qui visent à obtenir certains résultats. Certaines postures sont, la plupart du temps, intransigeantes, se basant sur l'expérience des résultats déjà obtenus. Et donc, c'est par exemple la posture des syndicats. Bon. Il y a la posture des élus, qui est de toujours pouvoir, dans des périodes de crise, être le plus ouvert possible et d'attendre justement l'ouverture pour pouvoir placer quelque chose qui fera avancer les choses. Par exemple, la domiciliation du pouvoir local, qui a été proposée au ministre. Et il y a la posture politique du gouvernement qui n'est pas la même quand on n'est pas en période de campagne électorale, donc présidentielle, que celle quand on est en campagne présidentielle. Ce qui est le cas actuellement. L'Emmanuel Macron des Gilets jaunes n'est pas le même que l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que certaines tactiques ne peuvent pas être les mêmes. J'observe qu'avec l'autonomie, ils ont fait la même chose qu'avec, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, qui a divisé complètement les Gilets jaunes et qui a fini par les faire exploser en vol. Alors, on peut quand même dire exploser en vol, mais on peut quand même dire aussi qu'il y a eu cet aspect de l'incendie de Notre-Dame, où les regards n'étaient plus sur les Gilets jaunes, en tout cas. Alors, ce n'est pas l'incendie de Notre-Dame, c'est plutôt l'Arc de Triomphe, où il y a eu un saccage de l'Arc de Triomphe, parce que l'incendie de Notre-Dame, c'était un autre cas, je crois. Mais la période a fait que, de toute façon, les Gilets jaunes, on n'en a plus parlé du tout après cela. On n'en a plus parlé parce qu'ils ont été divisés sur des questions, les questions à obtenir. Ils ont été divisés sous le leadership de leur mouvement et ils ont été divisés par le fait que certains allaient aux élections européennes et que d'autres n'y allaient pas. Et ils ont été surtout étouffés par une stratégie de débat et donc de pourrissement de la situation qui a été un grand moment comment pourrait-on dire, d'habileté politique de la part du président de la République. Donc il a rallié les territoires, il a rallié les élus et puis finalement, ça s'est essoufflé. Mais c'est un mouvement qui a duré et qui a impressionné par sa violence. J'attire aussi l'attention par sa durée, mais j'attire l'attention de vos téléspectateurs là aussi sur le fait que nous avons un gouvernement et un président de la République qui sont un peu maintenant expérimentés, voire un peu rodés aux mouvements sociaux de grande ampleur. Ce qui, quand on prend en compte cette considération, devrait amener aussi à réfléchir peut-être à d'autres positions que des positions qui datent d'il y a à peu près 10 ans. On peut dire quand même qu'il y a des méthodes, de toute façon, il y a des stratégies. Alors, je reviens à ce que vous disiez. Au niveau de l'État, qu'il faut oui, tout à fait. De toute façon, et c'est là où le des situations, etc., ils savent faire, ils connaissent comment ça fonctionne. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que, vous savez, le président de la République le disait en Conseil de ministres, si j'en crois certains journalistes, il a clairement salué la stratégie de Sébastien Lecornu avec l'idée d'autonomie. Qui, selon lui, a permis de faire un certain nombre de masques se lever et de couper l'herbe sous le pied de ceux qui, en réalité... Alors,
je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui en réalité, selon eux, voulaient obtenir plus que l'autonomie ou aller sur un terrain beaucoup plus glissant pour la population. Et qui se cachait derrière ce mouvement social, oui, c'est ça? tout à fait. Mais de toute façon, comment dire, c'est une réalité. C'est presque, l'expression m'échappe, mais c'est de notoriété publique. Une partie des syndicalistes et leaders syndicaux en Guadeloupe sont des nationalistes, des indépendantistes, et certains sont des autonomistes. Donc ça n'est pas une nouveauté, ça. Ils font feu de tout bois pour arriver à l'indépendance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certains de mes confrères qui ont fait de très bonnes analyses, et des journalistes aussi, sur le fait que nous avons un nationalisme assez varié, peut-être un peu tiède ou autre, ou un nationalisme 2.0 qui a été optimisé, upgradé, modernisé. Vous avez des patriotes, vous avez des autonomistes, vous avez un camp nationaliste qui est en politique, un autre qui n'y est pas. Vous avez des discours de sensibilisation à la cause nationale à l'intérieur des syndicats envers la jeunesse, par exemple. Les objectifs sont différents? Non, il y a peut-être un même objectif qui est toujours flou, mais qui a glissé du terrain strictement politique des années 60 et autres, dans le cadre des luttes de décolonisation, à un terrain beaucoup plus identitaire et culturel aujourd'hui, voire même philosophique. Mais vous avez toujours et de plus en plus une mouvance patriotique qui est en plein essor et qui offre des aspects positifs de dialogue à une population qui est de plus en plus friande d'une forme de chauvinisme, d'une forme de patriotisme, voire même d'une forme de nationalisme éclairé. Alors, après, qu'est-ce que tout cela va donner? On a vu ce que ça a donné électoralement. C'est une émergence qu'il faut signaler, et reste à savoir si la population va saluer cette émergence et la maintiendra dans le temps. En tout cas, nous sommes en Guadeloupe, contrairement à ce qu'on peut dire, même s'il y a une population qui reste, au regard de certains sondages, très éloignée de la question statutaire et des questions d'évolution institutionnelle, et donc très attachée non seulement à l'égalité républicaine, mais à l'appartenance au département, au fait d'être dans un département français. Il y en a d'autres qui sont de plus en plus nombreux, conscients que ce cadre départemental, après tout, ça n'est qu'un cadre juridique, et que si le cadre juridique évoluait, eh bien, on pourrait être dans une situation de responsabilisation des acteurs publics, de responsabilité locale plus assumée, et de mesures permettant de développer tout un certain nombre d'atouts. Parce que, si vous me permettez un petit peu cette petite longueur, en réalité, quand il s'agit de parler d'autonomie, de quoi est-ce qu'on parle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de parler d'un cadre statutaire, d'un cadre constitutionnel et d'une dynamique d'exercice du pouvoir. Mais cette dynamique d'exercice du pouvoir est celle qui sera définie par un cadre voulu et travaillé à la fois par la représentation politique, mais aussi par la population, validé par la population. Il n'y a donc constitutionnellement aucune raison d'avoir peur d'une évolution subite. Donc tout cela va passer par un référendum. Absolument, mais même le président de la République ne pourrait pas décider, bon, moi, aujourd'hui, la Guadeloupe, je vous ai assez entendu, là, au revoir, je vous donne votre indépendance. S'il avait la possibilité, vous pensez qu'il l'aurait fait? Je pense que s'il avait la possibilité, la France serait coupée en deux et il n'y aurait que Paris pratiquement dont il s'occuperait. Mais ça, c'est un point de vue très personnel et un trait d'humour. En réalité, il y a vraiment des territoires qui font partie de l'ensemble républicain. Et quand vous êtes président de la République, de toute façon, vous avez la responsabilité, je pense qu'il a quand même ça en tête, vous avez la responsabilité de l'ensemble du territoire. Mais vous avez aussi la responsabilité de notre élément constitutif de l'État, c'est de pays, en tout cas, c'est la population. Et il vous appartient de pouvoir être capable de comprendre qu'à 8000 km, il peut y avoir des situations qui font appel tant à l'égalité qu'à la spécificité. Et c'est à vous et à votre dextérité politique de pouvoir mettre en œuvre des mesures qui vont satisfaire la population. Prendre des mesures de fermeté et sécuritaire, oui, il y avait un problème de sécurité, donc il fallait qu'il y ait une réponse sécuritaire dans un certain sens, mais
donner le monopole à la réponse sécuritaire était, de mon point de vue, très, très hasardeux dans un contexte où l'ensemble, je vous l'ai dit, une bonne partie de médias internationaux s'intéressent à ce qui se passe en Guadeloupe. Alors, je ferme cette parenthèse. Et je finis sur l'autonomie. Je crois vous savez, on parle aujourd'hui d'autonomie, de différenciation ou autre. Moi, j'aime les termes positifs. L'autonomie, c'est quand ça me parle, quand je vois c'est un terme positif, quand je vois que les familles sont contentes quand leurs enfants deviennent autonomes. Je vois qu'on est content dans un couple, que chacun a une autonomie pour pouvoir gérer son espace. Je crois qu'on est content quand des groupes sociaux ou des associations ou autres arrivent de façon autonome à concrétiser des projets, c'est toujours valorisant. Quand on parle de différenciation, je trouve qu'il y a une petite connotation de discrimination et qu'il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus négatif. Et je suis assez surpris de voir qu'une bonne partie de la population, mais aussi d'un certain nombre d'experts et de politiques, d'hommes politiques et de femmes politiques, ont une espèce de tendance à vouloir camoufler les choses parce qu'on serait un peuple timoré qui aurait peur de simples concepts juridiques. Je répète, il ne s'agit que de droit. Il ne s'agit pas, même si ça ne fait pas tout, ça ne fait pas une politique, mais c'est du droit. Autonomie, indépendance, assimilation, départementalisation, oui, assimilation dans un certain sens. Tout ça, ce sont des concepts. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Ce sont les hommes, ce sont les projets. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé avoir plutôt une responsabilité qui aurait permis de prendre une loi, par exemple, sur l'indivision et de régler tout un certain nombre de problèmes? Il a fallu attendre un grand combat de Serge Letchimy pour arriver à ça et de voir les bienfaits aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé, dans une île, avoir une possibilité effectivement d'accorder un peu plus d'emplois aux locaux et de faire certains jeunes revenir et d'employer un certain nombre de jeunes ici directement sans être dans un cadre qui est tellement fermé, qui profite tellement à d'autres sous couvert d'égalité républicaine? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé être en mesure de pouvoir mieux exploiter les richesses de la mer et notre environnement géographique alors qu'il est enchâssé dans un régime juridique qui ne permet à aucun Guadeloupéen d'avoir une vision là-dessus? Est-ce qu'on n'aurait pas été content d'avoir des lois que nous prenons directement qui nous permettent non pas d'être assujettis pour utiliser nos richesses de la biodiversité à des lois qui ont été prises en France hexagonale et qui font qu'on ne peut pas exploiter nos richesses si nous n'avons pas les moyens de le faire, sous-entendu si nous ne sommes pas dans le cadre de multinationales? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé pouvoir dire l'eau de coco ou bien le gros thym ou bien le fouillis à pain, eh bien, s'il y a une exploitation, ça sera fait de telle façon, avec tel cadre juridique directement ici, par des Guadeloupéens. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant, y compris à titre d'expert. Je trouve qu'on a trop souvent tendance à diaboliser un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est l'action que cette chose permet de faire. Et il faut comprendre que quand on vit sur un archipel d'îlets, à un moment, on n'a pas le choix. C'est où on peut avoir un peu de représentation internationale, avec certes un drapeau, un hymne ou autre, mais qui nous permet d'aller dans des manifestations sportives et de se représenter en tant que Français et Guadeloupéens. Est-ce qu'à un moment, on se dit que nous devons préserver notre environnement nous-mêmes? Nous devons préserver l'emploi local. Nous devons avoir une autre vision pour les entrepreneurs et les libérer d'un certain carcan administratif. Et si la réponse à ça est oui, mais qu'on se dit, mais par contre, on aura moins d'argent ou pas, je réponds que le beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas une question d'utopie, c'est tout simplement une question d'intelligence politique visant à faire en sorte que l'on puisse aménager le cadre qui soit le plus favorable au développement du territoire. Alors, j'entends bien Didier Destouches, mais lorsque aussi il est dit, et des fois par des universitaires, que nous n'avons pas utilisé, ou du moins les élus n'ont pas utilisé, je vais dire, tous les moyens, tout ce qui est mis à disposition dans la décentralisation, comment comprendre qu'aujourd'hui, on parle d'autonomie? Est-ce que ce n'est pas un enfant qui ne passe pas par la maternelle et par le CP et qui arrive directement en 6e? Est-ce qu'on ne peut pas dire cela? Alors, je vous remercie pour la question parce que c'est une très très bonne question. Oui, c'est une réalité. Est-ce que l'on peut dire que l'on va arriver au point D sans être passé par B et C? C'est une bonne question. Mais est-ce que
nous sommes passés ou pas par B ou C. J'observe que par exemple, les habilitations législatives ont été données. Ça a fonctionné pour l'énergie, par exemple pour la formation. J'observe que il y a des règlements ou des lois qui s'adaptent très bien à la Guadeloupe, qui sont prises pour l'ensemble français, mais qui s'adaptent très bien à la Guadeloupe. Par exemple, la loi qui permet d'avoir des universités, la loi qui permet d'avoir des formations en médecine, ingénierie ou autre, etc. Bon. Des lois aussi sur la protection de l'environnement, des lois sur la bioéthique, des lois contre les violences faites aux femmes. Tout cela, bien évidemment, nous en profitons et nous sommes contents d'en profiter. Il y a encore de la marge pour profiter de toutes les possibilités législatives. Par exemple, José Toribio, en ce moment, plaide pour le fait que l'on puisse utiliser une disposition constitutionnelle qui permet à des élus de demander des habilitations dans des domaines autres que ceux concernés directement par l'article 34. Alors, ça restreint un peu les choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette possibilité-là et que pour un certain nombre de doléances, il faut voir si ça peut être concrètement mis en place. Et puis, il y a une volonté des élus d'utiliser les dispositifs ou les outils qui sont à leur disposition, mais qui vous disent très clairement qu'il y a des dispositifs qu'ils ont le plus grand mal à faire appliquer en Guadeloupe pour X raisons, le plus souvent administratives ou même politiques, mais qu'il y a des dispositions qui ne peuvent pas s'appliquer. La question pour moi n'est pas de savoir est-ce que le cadre constitutionnel peut être optimisé et utilisé. Comme je le dis très souvent, moi je pense que il suffit surtout d'avoir des hommes et des femmes qui font le job, qui sont dans une dynamique positive pour la population, et quel que soit le statut, ça peut fonctionner. Mais je considère que le meilleur statut pour responsabiliser politiquement et pour obtenir des résultats plus vite eu égard à nos grandes difficultés, c'est effectivement ce statut-là. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai fait dans le cadre d'un essai, donc d'une proposition où je vais un peu plus loin qu'un travail uniquement scientifique. J'essaie de penser un petit peu mon pays pour soulager aussi, si possible. Mais ce sont des propositions qui sont soumises au contradictoire sans aucun problème. Et le contradictoire de l'utilisation de règles constitutionnelles qui auraient été lacunaires ou déficientes, il sera toujours sur la table parce qu'on n'ira jamais au bout complètement de l'utilisation de différents types de dispositions constitutionnelles. Ce qu'il faut, c'est savoir quel est celui qu'il nous faut dès le départ, qu'on ait utilisé bien ou mal, celui qui existe. Mais si on veut utiliser celui qui existe et ne pas prendre d'autres choix, eh bien, à ce moment-là, il faut être effectivement, Yvelise, en mesure d'assurer, d'aller plus loin. D'assurer ou d'assumer? D'assurer, je ne dirais pas assumer, mais il faut être en mesure d'assurer. Ce qu'il faut assumer, c'est le fait d'échouer alors qu'on a la responsabilité de le faire. Oui, alors là encore, la population dit nous sommes à milieu de cette affaire d'autonomie. Ce que nous voulons, c'est que notre quotidien aille mieux, c'est que nous passions ce problème de vie chère, c'est que nous puissions avancer et que ce problème d'autonomie, c'est l'affaire des élus et de la population surtout. Vous avez tout à fait raison. L'autonomie est une espèce d'épouvantail et de chiffon rouge qu'on agite en ce moment, mais qui n'a rien à faire très concrètement, à part dans les propositions éventuelles des élus, parce que quand les élus, c'est tout à leur honneur, quand ils disent avec une domiciliation locale du pouvoir, on pourrait avancer plus vite. Qu'ils le fassent en offre dans le cadre de négociations, pourquoi pas? Mais ça ne peut en aucun cas devenir le sujet du débat, puisque à une demande sociale, à une crise sanitaire, économique très grave, sanitaire, sociale, mais aussi identitaire, mais identitaire dans le sens, en fait, qui sommes-nous vis-à-vis de la France et comment sommes-nous? Vous répondez par une question juridique et statutaire, qui est aussi un peu politique, mais qui est juridique ou statutaire. C'est du hors-sujet. Par contre, la question reste d'actualité dans les débats publics, dans le débat public qui n'a toujours pas commencé en Guadeloupe, et où il faut aussi que la population commence à s'intéresser à ce qui est en fait sa place au sein de la République française et comment une loi peut permettre ou pas d'avancer, ou un pouvoir ou une puissance publique peut vous permettre d'avancer en termes de responsabilité. D'ailleurs, je profite pour dire j'ai lu vos propos au niveau de
la tribune. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit que les élus locaux n'ont pas été respectés. Ah non. Par le ministre. Alors, déjà, en quoi ils n'ont pas été respectés? Et deuxièmement, si la Guadeloupe était autonome, est-ce que les élus auraient pu parler d'égal à égal, je vais dire, avec un ministre, ou est-ce que nos élus auraient été respectés, en tout cas mieux? Il y a dans la République française un protocole de relations entre tous les dignitaires de la République. Les élus territoriaux, depuis le simple conseiller municipal jusqu'au président de la République. C'est pour ça que je fais une parenthèse par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies dans le fait qu'il y a eu des élus qui soient allés à la rencontre du ministre? En fait, il y a certainement eu quelques stratégies diverses et autres, mais il y a aussi un protocole qui a certainement voulu être respecté par certains élus. Parce que ne pas répondre à une invitation ministérielle, c'est quand même un acte qui est d'une certaine gravité, mais qui est aussi d'une certaine solennité, qui peut-être peut s'avérer salutaire dans certains cas. Tout dépend effectivement de l'attitude. Moi, je trouve que l'attitude a été... alors là, c'est le citoyen qui parle. Je mets cette casquette-là, puisque vous me demandez mon avis et que nous sommes à une heure suffisamment grave pour se dire les choses. Moi, je trouve qu'il y a eu... c'est pour ça que j'ai fait une tribune libre. Il y a eu quand même un excès. Un excès dans la façon de communiquer et de s'adresser à la représentation locale, mais aussi de s'adresser aux syndicats et aussi de s'adresser à la population guadeloupéenne. Vous avez des gens qui, de toute façon, quelles que soient leurs convictions, leur bord, leur clan, leur irréductibilité et leurs erreurs, sont en souffrance. Si vous répondez par la souffrance, par une attitude exclusive, quand bien même elle serait sur le fond éthique, c'est-à-dire le fait de condamner la violence justifiée, vous répondez par la souffrance à de la souffrance. Or, en Guadeloupe, nous avons une population qui, là, en ce moment, elle arrive à peine à mettre la tête hors de l'eau. Non seulement parce qu'il y a des problématiques récurrentes et anciennes qui n'ont pas forcément été réglées, mais en plus parce qu'il y a des divisions exacerbées sur tout le territoire, parce qu'il y a des conflits sociaux, parce qu'il y a de très gros risques de chômage, parce qu'il y a du deuil, et parce que, voilà, il y a le chlordécone, il y a... Vous ne pouvez pas, quand vous êtes représentant de l'État, et un ministre n'est pas un ministre de la population, un ministre est un ministre d'un gouvernement et d'un président de la République. Il a été choisi, il n'est pas élu. Par contre, il a une mission vis-à-vis de l'ensemble de la population, c'est de pouvoir observer un minimum de respect vis-à-vis de la représentation politique. Je trouve que ce respect n'a pas été mis sur la table. Et pas que depuis cette visite, depuis plusieurs visites où à chaque fois on nous dit que les élus ne font pas leur travail, que ce sont des incompétents et que, en gros, la politique en Guadeloupe, c'est affaire de chimères, de corruption et autres. Donc, ceux qui ont accepté de participer à cette réunion n'ont pas forcément compris ou n'ont pas identifié l'irrespect. Moi, je peux me permettre d'avoir une réaction épidermique. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire ça, que ceux-là n'ont pas vu, ou est-ce que ceux-là, délibérément, se sont rendus à cette réunion pour des raisons que vous savez peut-être plus que moi, mais pourquoi ce décalage? On s'attendait à ce que tous les élus y aillent ou que tous les élus n'y aillent pas. Alors, d'une part, il y a un collectif des élus et il y a l'ensemble des élus. Le collectif des élus, composé du président de département, de région, des communautés d'agglo, président d'association des maires et des parlementaires, s'est constitué dans le feu de l'action et s'est érigé, s'est présenté tout de suite en collectif avec donc un ensemble, avec des communiqués estampillés comme cela et signés comme cela. L'ensemble des élus de la Guadeloupe, les maires, c'est pas parce que le président de l'association des maires est présent qu'un maire peut s'estimer lié par ce collectif s'il n'a pas adhéré ou signé ou s'il n'a pas été contacté. Ça, c'est un.
Ensuite, vous avez, deuxièmement, vous pouvez être un élu. Comme je vous disais, moi, je ne suis pas un élu, je peux me permettre certaines réactions. Mais si vous êtes un élu, vous êtes soumis à un certain protocole. Ou vous le respectez, ou vous ne le respectez pas parce que vous estimez que vous ne pouvez plus le respecter parce qu'en face, on ne le respecte pas. Donc, cela dépend de votre libre arbitre. Et c'est à vous de choisir. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de dire « Ah oui, mais ceux-là sont des traîtres, ceux-là... » Non, non. Là, dans la situation dans laquelle on est, chacun agit en fonction de ce qu'il croit être l'intérêt du mandat et de la population qu'il défend. Et ce qui est important, c'est de voir à quel moment fatidique effectivement, l'unité pourra permettre, peut-être, entre les élus, puisque nous attendons ça depuis longtemps et que nous voudrions entendre une seule voix, eh bien, à quel moment que ça va être efficace et que ça permettra de faire avancer les choses. Et juste, je voulais vous dire aussi également que concernant votre très bonne question au niveau du cadre juridique, je voulais juste préciser que il faut que chaque question politique soit réglée dans un cadre adéquat pour être réglée. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a tellement de revendications diverses et éparses, parce que vous avez vu, par exemple, les élus, c'est la revendication de la domiciliation du pouvoir local ou autre, parce que si on avait la compétence santé, peut-être qu'on aurait pu aller plus vite et plus loin. Mais ça demande un certain temps pour obtenir tout cela. Et il faut aussi des éclairages techniques, des éclairages théoriques aussi, qui permettent de bien comprendre où est-ce qu'on va mettre les pieds. Quand on en revient au référendum de 2003, il y a une habileté technique que nous n'avons pas pu expliquer peut-être à la population, en tout cas pour ceux qui sont partisans d'une certaine forme d'émancipation politique. Eh bien, on n'a pas eu la possibilité de voir que la chronologie des questions qui étaient posées, première question, est-ce que vous seriez pour une assemblée unique ou autre? Et deuxième question, dans ce cas, seriez-vous d'accord pour entrer dans tel article ou tel article? Vous répondez non à la première question. La deuxième question, elle est évacuée tout de suite. Donc, il y a une habileté à avoir pour savoir comment proposer à la population quelque chose de clair. Mais ce n'est pas le moment. Le moment, là, encore faudrait-il que les élus soient clairs. Oui, oui, tout à fait. Et qu'ils soient, en vérité, face à la population. Oui, et pas divisés. On est d'accord. Même s'ils ont le droit d'avoir leurs propres convictions, comme Max Mathiasin défend contre vents et marées son opinion, il a le droit de la défendre. Quand Victorin Lurel, en 2003, a défendu son opinion contre vents et marées et qu'il a obtenu gain de cause, ben, il avait le droit de la défendre. Maintenant, reste à savoir quel est celui qui, gagnant dans des élections ou autres, est celui ou celle ou ceux qui ont la solution pour le pays. Et ça, c'est vous et moi qui pouvons le décider, ce n'est pas eux-mêmes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais rapidement, est-ce que, puisque les discussions continuent, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de réelles, mais vraiment réelles avancées, de réelles solutions en fin de journée, en tout cas ce soir, au niveau de la rencontre entre le collectif et les élus? Moi, je trouve que la situation est d'une extrême gravité parce que nous sommes dans un balai d'irréductibilité et de posture très combative, mais qui se passe dans un cadre où il n'y a je ne sens aucune volonté d'aller l'un vers l'autre. Le pire étant le gouvernement. Et quand je vois en plus l'attitude du gouvernement qui divise la Guadeloupe et la Martinique en profitant du fait qu'en Martinique, le pouvoir est quand même à une autre dimension, même si ce n'est pas une évolution statutaire, mais institutionnelle, et que quand vous êtes un président d'une collectivité territoriale de Martinique comme Serge Letchimy, vous avez beaucoup plus de capacités et de leviers pour faire tout le monde négocier ensemble et aller dans un certain sens. Là, vous voyez bien qu'entre départements, régions et autres, c'est une chance si nous ne soyons plus, en tout cas, dans la cacophonie. Mais ce n'est pas le même niveau. Et donc, le gouvernement qui a très bien compris ça, joue et flatte un peu. Je comprends très bien qu'on puisse condamner, vouloir que les violences soient condamnées. Mais c'est le préalable. Et la question que vous me posez, je devrais pouvoir vous dire, oui, ça va se régler ou non, ça ne va pas se régler, mais en répondant à quelle question? La question de savoir, est-ce que les syndicats vont accepter qu'on leur donne un ultimatum rhétorique
ou est-ce que les syndicats vont accepter de pouvoir passer outre le fait que l'État n'est peut-être pas présent et de construire, ce qui serait une chance historique d'ailleurs, de construire avec les élus eux-mêmes tout un certain nombre de solutions. Je pose aussi la question, pourquoi est-ce qu'on en est ça fait 11 ans, je crois. Nous sommes en 2021. 2009, c'était il y a 12 ans. 12 ans. Comment se fait-il que 12 ans après, nous en soyons encore là, alors qu'il y a eu l'anniversaire du LKP il y a quelque temps, et j'ai vu des syndicalistes reconnaître eux-mêmes qu'il y avait eu un problème au niveau de la méthode, au niveau du suivi, etc. Pourtant, nous reprenons les mêmes bases et nous recommençons, et plus violemment encore. Ça m'interroge et ça m'interpelle. C'est pour ça que je vous dis que la situation est quand même compliquée, mais je reste optimiste parce que personne n'a intérêt à ce qu'on puisse être dans ce contexte pandémique, plongé plus avant dans la souffrance. Mais surtout, il faut être capable de comprendre que nous sommes dans une situation où, pas du fait de la décentralisation, nous sommes déjà dans une réalité d'autonomie. Dans une réalité d'autonomie parce que l'État qui est de plus en plus exsangue, effectivement, commence à nous demander de nous débrouiller eux-mêmes. Et c'est là où je suis d'accord avec eux, quand ils disent que les élus doivent assumer tout un certain nombre de responsabilités. Donc, il faut qu'ils le fassent. Permettez juste que je renvoie. On parle de question d'autonomie, mais il faut aller chercher les informations, il faut lire, se faire une idée, peut-être même après contredire. Donc, moi, j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Du département Pays d'Outre-mer ». Le choix de l'autonomie pour la Guadeloupe. J'aimerais qu'il puisse être lui-même en bibliothèque. Il date de quand? Il date d'il y a 2 ans. À peu près. Il est en librairie, mais vous pouvez le lire en bibliothèque sans avoir forcément à payer pour l'obtenir. Vous pouvez vous renseigner sur la modeste contribution que je fais sur la clarification du concept qui est tout sauf une panacée, un yo-yo, une popote ou un chiffon rouge qu'on doit agiter. Merci beaucoup Didier Détouche d'être venu. Vous avez un autre livre, non? C'est pas... Alors, rapidement aussi, oui. Pour dire qu'on travaille sur les questions d'autonomie de façon large, manifeste pour l'autonomie alimentaire. C'est un texte que j'ai coécrit avec Cécile Madassami, qui est une militante culturelle, fille d'agriculteur, et qui a pour but d'accompagner ce mouvement très positif que nous voyons en Guadeloupe pour mieux nous nourrir, pour ne pas subir les effets d'une nourriture raffinée et industrielle, et puis pour aller peut-être un peu moins là où on voit tout le monde, mais aller là où on trouve de très bonnes choses et où on voit moins Vous y allez aussi là où on voit tout le monde? Oui. Oui. Même si peut-être on peut penser que la cuisine est de nos jours une affaire de prix de porte-monnaie, on peut consommer local et guadeloupéen en utilisant des produits sains et en mangeant tout aussi bien. Merci Didier Détouche d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Excellente fin d'après-midi à tous.